Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Salut à tous, on est ravis de vous retrouver et de vous présenter Shmuel Nataf. Bonjour Shmuel. Bonjour. Ça va ? Très bien. Bon, on est ravis que vous soyez avec nous pour nous raconter votre histoire d'Alia. Alors, une histoire d'Alia improbable au départ, bien que vous soyez issu d'une famille sioniste, mais pas du tout religieuse, malgré la barbe qu'on voit aujourd'hui. Le parcours a été long, on va dire. Oui, long et avec beaucoup de petites épreuves dignes de ce qu'on peut lire dans la Bible. Nous, c'est un peu comme ça avec ma femme qu'on le voit. Alors, vous êtes arrivé en Israël il y a 26 ans, on l'a dit, d'une famille pas très pratiquante, mais quand même qui aimait Israël. Oui. Vous habitiez à côté de Fontainebleau. Oui. Et les accidents de la vie font que votre père, lorsque vous aviez 10 ans, a eu un accident et s'est retrouvé handicapé. Voilà. Donc, forcément, vous vous êtes fâché avec Dieu, on peut dire ça comme ça. En tout cas, c'était pas du tout un domaine qui vous attirait. Pour vous, ça vous parlait pas. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand on voit d'abord le monde de l'handicap, puisque mon père était handicapé pendant une bonne dizaine d'années, on était dans les hôpitaux de France. On voit des gens extraordinaires, des jockeys. Enfin, je n'ai pas dit que les jockeys étaient extraordinaires, mais on voit des gens extraordinaires. Des personnalités qui sont touchées par des accidents de la vie. Tout d'un coup, un accident de voiture, et en 10 secondes, ils perdent tout. Ils perdent, bien sûr, leur corps, mais ils perdent aussi leurs amis, leur famille. Et quand on voit ça, on ne comprend pas très bien. Surtout quand on est un môme de 10 ans, on accepte, parce que c'est la vie, apparemment. On prend ça. Et puis, notre père était là, il n'était pas mort, et puis il avait toute sa tête. Et puis après, on voit la Shoah, puisque la moitié de ma famille est d'origine tunisienne, l'autre côté d'origine polonaise et strasbourgeoise, et une grosse partie de la famille polonaise est morte dans les camps de concentration. Quand on entend, quand on voit, quand on réalise la Shoah, on a une difficulté à comprendre ça. Je ne suis pas le seul, bien sûr, mais en tant qu'enfant, on se dit, mais pourquoi Dieu a laissé ça ? Et puis la troisième chose sur laquelle je me focalisais, c'était de dire, l'homme, c'est pas terrible ce qu'il arrive à faire. Il s'allie, il fait des guerres, il n'arrête pas de faire des vacheries aux uns aux autres. Au niveau de la pollution, il est extraordinaire. Donc, si je tire un petit bilan, moi, qui a 10 ans, 15 ans ou 20 ans, jusqu'à, disons, 18 ans, je me dis de deux choses une. Ou Dieu s'est trompé, mais ça a l'air compliqué à dire comme phrase, ou alors il n'y a pas de Dieu. Et moi, j'ai décidé, avec mon intelligence et ma fierté, de dire il n'y a pas de Dieu. Par contre, grand respect pour les gens qui y croyaient. Je n'étais pas du tout en discussion avec les gens. Non, vous n'étiez pas anti, mais ce n'était pas votre tasse de thé, on va dire. En tout cas, je ne comprenais pas. Voilà, ça n'avait pas d'intérêt pour vous. Pour l'instant, je préférais croire qu'il y avait des énergies dans le monde, le soleil, l'attirance magnétique, plein de choses extraordinaires. Et il y avait la force de l'homme, et qu'il fallait, de toute façon, être honnête, et qu'il fallait faire des choses. Il y avait des principes qui étaient importants. Mais Dieu, ça me semblait bizarre. D'accord. Alors, vous grandissez comme ça, vous passez votre bac et puis vous quittez Fontainebleau pour aller étudier à Paris. On va dire ça comme ça. Vous rentrez en fac de gestion. Oui. Et puis là, comme vous étiez quand même sioniste, alors il n'y avait pas le côté religieux, mais ce côté sioniste, oui, vous étiez actif et vous êtes devenu président des étudiants juifs de France. Alors, dans la fac où j'étais. Dans la fac où vous étiez, oui, bien Après, sûr. j'ai pris les responsabilités au niveau parisien. On a fait beaucoup de choses, puisqu'à ce moment-là, il y avait des problèmes avec les FAF, c'est-à-dire l'extrême droite, et il commençait à y avoir des problèmes avec les Palestiniens. D'accord. Donc là, vous étiez responsable au sein de la fac de la Varenne-Saint-Hilaire. Vous avez étudié. On salue, peut-être on a des étudiants qui sont toujours là-bas. On leur fait un petit coucou. Et donc, vous avez fait beaucoup d'activités, beaucoup d'actions pour aider les étudiants juifs sur votre site. On a fait énormément d'actions, et pas que pour les juifs. C'est-à-dire qu'on est devenu la première association à Paris 12 pour tous les étudiants. Quand on a fait des élections, on a eu un nombre de voix incroyable parce que, d'abord, beaucoup de gens aimaient ce qu'on faisait. Par exemple, moi, personnellement, je me suis investi dans le combat pour que des gens qui avaient des bourses, des étudiants qui avaient des bourses, une année, on a décidé que ceux qui n'avaient pas certaines notes ne pouvaient plus avoir la bourse. Et alors, ça, c'était contraire à la loi. Qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est battu, on a été voir les médias, on a parlé à la radio, à Europe 1, il y a une émission là-dessus. Et tout d'un coup, le censeur de l'université nous a appelés et a dit, voilà, grâce à vous, on va régler le problème. Et le censeur, qui n'était pas au courant de tous ces petits problèmes-là, m'a donné raison, a ouvert les bourses à tous les étudiants. Et donc, tous les étudiants, il y avait peut-être 2 juifs dans la quarantaine d'étudiants. Tout le monde en a bénéficié, donc c'était génial. On a fait vraiment des choses importantes. Mais on a fait énormément aussi pour le judaïsme. C'est-à-dire qu'il y avait un cours de Torah, il y avait un cours de
la presse israélienne. Il y avait un étudiant israélien qui était avec nous. Il y avait des activités de combat, de défense. Il y avait des activités pour réunir. Sandwich kasher tous les jours. Ça, c'est extraordinaire. Donc, vous avez pris sur vous pour aider la communauté, en tout cas estudiantine. Mais vous, c'était pas votre truc. Vous n'étiez pas pratiquant. Vous ne mangez pas kasher, j'imagine, à l'époque, ou pas? C'est un petit peu le complexe. C'est-à-dire que moi, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. C'est bizarre. Avec les juifs, c'est toujours compliqué. Je mangeais pas de fruits de mer. Je mangeais pas. Ça m'arrivait de manger du cochon quand j'étais en Angleterre, mais j'étais pas du tout attiré par ça. Alors, est-ce que Dieu m'a préservé, pas préservé? En tout cas, ça m'est jamais arrivé de toucher des fruits de mer. Mais, par contre, un amour pour Israël incroyable. J'avais fait déjà à 18 ans un premier voyage en Israël qui m'avait énormément marqué. Mon père, grâce à lui, m'avait envoyé à 18 ans voir toute ma famille ici. Mais j'étais pas du tout encore en train de penser à l'Aliyah ou des choses comme ça. Par contre, je trouvais Israël extraordinaire, le peuple magnifique. Et puis, tout le monde dans la famille avait un peu de famille ici en Israël. Et pour nous, c'était des gens extraordinaires. C'est vrai que ce sont des gens extraordinaires. Extraordinaires. Vous pouvez dire à qui vous êtes en famille. C'est-à-dire que moi j'ai pas de problème. Un petit coucou, ça leur fera plaisir. Oui, c'est vrai que toute notre famille ici sont des gens extraordinaires, mais pas toute notre famille, tous nos amis, tout le peuple israélien. Encore une fois, j'aime beaucoup tous les gens, toutes les religions et tous les pays. J'ai vécu dans plein de pays, en Italie, en France. Mais Israël, il y avait quelque chose en plus. Ok. Bon, alors il ne veut pas donner le nom de sa famille, c'est pas grave. Alors bien sûr, d'abord Shalom Var et sa femme, Liat, le Rav Ben Ishai, la famille de côté de ma femme, des gens vraiment extraordinaires. Alors on les salue. Qui ont aidé beaucoup de gens ici. C'est sûr, on les salue tous. Alors vous, pour revenir à votre histoire personnelle, donc sur le campus de l'université, vous rencontrez votre femme. Et oui. Et voilà. Et quand les femmes s'en mêlent, ça se corse. C'était extraordinaire. J'ai vu d'abord ma femme. J'étais pas du tout, j'avais pas d'intention dans ma tête. J'ai vu une femme qui était charmante. Je l'ai vue comme ça dans une salle et ça m'est resté comme ça dans un coin de la tête. Et je me suis dit, tiens, c'est beau de voir une femme qui fait. Elle avait fait quelque chose qui était très agréable à mes yeux. Voilà, c'était resté comme ça. Sauf que, bon, moi, responsable à l'UEJF, bien sûr, elle, juive, s'est rapprochée un petit peu du truc. Et puis tout d'un coup, les choses ont commencé à se mettre en marche. Et puis, on ne s'est plus quitté depuis ce jour-là. Alors, sur ce, vous commencez peut-être à faire des projets, et puis la guerre du Golfe éclate. Alors, au niveau des projets, c'est important. Ma femme et moi étions d'accord qu'un jour ou un autre, on irait vivre en Israël. On pensait que l'avenir, pour nous, pour nos enfants, était en Israël. On aimait ce peuple, on aimait l'énergie, on aimait les victoires, on aimait la terre, on aimait l'agriculture, on aimait tout. Encore une fois, j'aimais tous les autres pays aussi, mais là... Et puis, il y avait notre famille. Et puis, c'était un modèle pour nous, par exemple, comme ça, pour nous, Shabbat, même si, pour l'instant, on n'attachait pas ça à Dieu, quoique ma femme était tout à fait croyante. Shabbat. Mais pas pratiquant, vous n'étiez pas pratiquant. Non, parce que dans sa famille, ils n'étaient pas vraiment pratiquants. Okay. Mais elle avait une attirance vers Akadosh Baruch Hu. Moi, je mettais ça de côté. Et puis, pour nous, Shabbat, s'arrêter un jour, rester en famille avec les enfants, pas parler d'argent, c'est un concept extraordinaire au niveau humain. Donc, on pouvait tout à fait faire les mitzvot, en tout cas certaines mitzvot importantes comme Shabbat, sans pour autant faire tchouva pour l'instant. C'était pas à votre programme. Donc alors. Mais le programme, c'est venir en Israël, ça c'était clair. Ça c'était clair. Donc la guerre du Golfe éclate. Alors on se rappelle l'ambiance en France à cette époque-là. Tout le monde était rivé au poste de télévision jour et nuit. Il y avait encore la chaîne 5, je crois, où les infos étaient 24 heures sur 24. Bref, tout le monde était branché tout le temps. C'était une grosse angoisse pour tous les juifs. C'était un état. Moi c'est comme ça que je l'ai ressenti avec les gens qui étaient autour de moi, que ce soit des juifs ou des non-juifs. C'était un début de Troisième Guerre mondiale. Un petit exemple comme ça. On habitait à côté de Bercy, on était à Vincennes. À Bercy, il y avait un grand centre commercial, il y avait un énorme supermarché. Dans ce supermarché-là, quelques jours avant qu'on vienne en Israël, ou en tout cas après le début de la guerre du Golfe, il n'y avait pas de sucre, il n'y avait pas de farine, il n'y avait pas de petit beurre. Les gens faisaient des provisions. Oui, c'est tout à fait vrai. On se souvient de. C'était incroyable. On oublie incroyable. Ça. Tout à fait. Alors vous avez le cœur qui bat en Israël. Vous êtes dit, nous on connaît Israël en vacances. On veut absolument aller pendant cette guerre du Golfe en Israël pour voir qu'est-ce que c'est Israël pendant la guerre. Après tout, si on doit y vivre, on a besoin de savoir, de connaître Israël sous toutes ses facettes. Voilà, ça c'était un petit peu le côté un peu fou de notre couple, c'est qu'on était attirés comme des aimants. Et on voulait connaître aussi Israël dans les problèmes. On connaissait que les vacances, on connaissait que les hôtels, on connaissait que le kiff. Alors, vous arrivez en Israël pendant la guerre, qu'est-ce qui se passe ? Alors, il y avait le mariage d'abord d'une cousine. Donc, c'est pour ça aussi qu'on avait voulu venir. C'est pas la guerre qui va nous obliger, nous dire ce qu'on doit faire ou pas faire. On arrive en Israël. Bon, pour les petites anecdotes, on arrive à Lod.
On ne nous dit pas bonjour, pas au revoir, on nous met juste un masque à gaz pour l'essayer, ça va, allez, dégage et va à ton hôtel. Donc c'était l'ambiance de bienvenue en Israël. À l'aéroport, on distribuait aux touristes les masques à gaz. Oui, on arrivait, pour le peu de touristes qui arrivaient à cette époque-là, parce que il n'y avait pas énormément de gens quand même, mais bon, il fallait faire vite, tu prends ton masque à gaz et tu vas où tu veux, mais tu vas te protéger. On arrive à Jérusalem, le seul endroit où on avait trouvé de la place pour dormir, c'était l'église écossaise à Jérusalem. Donc ça, c'était un petit peu spécial. Quand on arrive dans la chambre, il y avait plein de crucifix partout, on les a retournés. Enfin, on n'est resté qu'une nuit parce qu'on ne pouvait plus se porter. Et puis tout d'un coup, il y a une alerte. C'est un très bel endroit, mais on peut comprendre. Oui, c'est-à-dire qu'on n'était pas religieux, mais en même temps, on n'était pas idolâtre. Et puis, première alerte. Et là, on vit l'alerte telle qu'on voyait à la télévision. Ça dure une demi-heure. On avait le cœur qui battait, mais c'est tout. Le masque à gaz sur la figure. Le masque à gaz sur la figure. D'ailleurs, ma mère nous a accompagnés pendant ce voyage, ça c'est important à dire, parce qu'elle était très courageuse de venir avec nous. Et puis le lendemain, on se trimballe à Jérusalem, on se balade. Et puis, ma femme et moi, on était les seuls avec la boîte, avec le masque à gaz, comme ça, à Jérusalem. Et puis, personne d'autre. Et puis, on voit les gens, ils sont assis au café, ils travaillent. Dès qu'il y a une alerte, eh ben, ils vont directement à l'endroit pour se protéger. Il n'y avait plus de crainte d'attaque chimique déjà dès qu'on était arrivé. Ça veut dire qu'entre l'angoisse qu'on avait à Paris et la façon de vivre les choses ici, c'était très différent. On a eu un choc, mais un bon choc. Alors, un bon choc, et puis en plus, vous avez été marqué par des phrases qui revenaient sans cesse dans la population, quoi. Enfin, en Israël, autour de vous. Toute personne. Alors, qu'est-ce qu'on vous disait ? C'est-à-dire que ce soit les gens qui étaient religieux, pas religieux, on nous disait, il y a 2 phrases sur lesquelles il faut que tu comprennes quelque chose. Première phrase, chaque année de notre vie juive, c'est un Passouk, c'est un verset du Tanar. C'est-à-dire que là, la phrase de l'année où on était pendant la guerre du Golfe, c'est « Vous resterez dans vos maisons pendant que les nations se battront pour vous ». Et c'était exactement ce qui se passait, parce que pendant la guerre du Golfe, Israël ne s'est pas battu. Exact. On n'a pas tiré un seul coup de feu. Et ça, c'était incroyable. Moi, qui étais quelqu'un de soi-disant cartésien, qui aime le coaching, qui aime comment on fait pour se donner des forces, ça, je trouvais que c'était une force extraordinaire. Et en plus, ça venait de la Bible, c'était beau. Et puis, deuxième phrase, les gens nous disaient, tu vas voir, le jour de Purim, ça sera fini. Et là, par contre, ça passait moins, parce que le jour de Purim, c'était dans 10 jours. On ne peut pas en 10 jours arrêter la guerre du Golfe, c'était impossible. Donc là, vous vous êtes dit, ils sont vraiment complètement illuminés en Israël. Hein. Là, je me suis dit, ils exagèrent quand même. Ok, bon, finalement, les vacances se terminent, vous rentrez chez vous, et hop, jour de Purim, vous regardez la télé chez vous, qu'est-ce qui se passe ? Donc on arrive en France, c'était l'attaque des Américains en Koweït. Tous les experts de tous les pays militaires disaient qu'il y en avait pour 7-8 semaines de guerre. Mais 3 jours après, le jour de Purim, ma femme et moi, on se tient devant la télévision dans notre petit appartement et on voit qu'en Israël, c'était la fin de la guerre et que tout Israël, dehors, fête Purim, met les masques de Purim au lieu des masques à gaz. Et là, on commence à pleurer, ma femme et moi, d'émotion. Là, maintenant, je suis en train de vous en parler. J'ai encore cette émotion, mais à chaque fois que j'en parle, je ressens ça. C'est-à-dire que là, on s'est dit, bon, on arrête tout. Il y a quelque chose qui protège Israël. Tout se passe exactement comme l'ont prévu les gens qui en ont parlé, selon ce qui a marqué dans la Bible. Nous, on a vu des miracles, on a vu des scuds tomber. On était à Ranana pour le dernier scud en Israël, là, c'était un Shabbat. Le scud est tombé à Tel Aviv. On pensait que c'était dans notre rue, pour dire le choc et les explosions qu'il y avait. On a vu des maisons détruites, des gens qui étaient dans la salle de bain, alors qu'il y avait l'autre moitié qui restait. Et surtout, il n'y a pas eu de mort. Et il n'y a pas eu de mort. Donc 15 jours en Israël à voir que des miracles, entendre parler des gens que des miracles et avoir un peuple proche de Dieu comme ça, on a dit bon, a fait à partir de maintenant, voilà, à partir de maintenant, j'ai dit bon, il ne peut y avoir qu'une force spirituelle pour aider Israël à ce niveau-là. Et là, j'ai commencé à reprendre la Bible et j'ai commencé à relire et j'ai vu tout ce qui se passait. Donc vous avez commencé à faire tchouva en fait. Voilà, ce jour-là, tchouva. Ok, et vous avez décidé ensemble de faire votre aliyah. Voilà, il me restait quelques mois pour finir ma maîtrise en France. Ma femme et moi, on a décidé de venir tout de suite, d'arrêter d'être soi-disant intelligent. On vient d'être intégré par notre famille, de recevoir courageusement le billet que nous offre Israël pour venir dans notre pays. Et puis on a été à différents cours, ma femme et moi, on a été beaucoup au Mahon Meir. Et puis là, on a vu des gens extraordinaires. Et puis on a fait
tout de suite, voilà, j'ai fait tchouva. Dès que je suis arrivé en Israël, j'ai commencé à essayer de faire le maximum de mitzvot que j'essaie de faire, essayer de comprendre, essayer de voir, puis au moins qu'on se donne quelques années pour savoir si ça nous plaît, ça nous plaît pas. Et jusqu'à maintenant, ça nous a plu. Ça a marché. Alors, vous êtes aussi ici aujourd'hui parce que, et c'est pour ça qu'on a refait tout votre parcours, parce que bien sûr, vous êtes intégré, vous avez eu de nombreuses fonctions, vous avez travaillé dans une banque très importante en Israël, vous avez travaillé dans d'autres sociétés, vous avez créé des boîtes, bon, vous avez fait plein de choses comme tout immigrant qui se respecte et qui s'intègre. Voilà, Israël. les choses ont pris du temps, tout à fait. Et vous avez par un heureux hasard, on va dire, enfin un hasard un peu bizarre, mais voilà, c'est tout le principe de cette notion. Vous avez découvert l'étude sur Internet. Voilà. C'est-à-dire qu'un jour, dans un des travaux que j'ai eu en Israël, il m'est arrivé une espèce d'histoire incroyable où, à la suite d'un rêve, j'ai eu mal à un pied, j'étais à l'hôpital, et là où je travaillais, c'était une grande banque. Ce jour-là où j'étais sorti parce que j'avais très très mal au pied suite à mon coup qui vient du rêve, tout d'un coup, il y a eu un vol dans cette banque. Donc, les 3 personnes qui étaient pas ou qui sont sorties ce jour-là de cette banque ont été soupçonnées d'avoir été les voleurs. Donc, vous avez été soupçonné de vol. J'étais soupçonné. On m'a demandé, on va te faire la machine de vérité. Et la machine de vérité disait que je mentais. En fait, après, on a découvert que dans la question, il y avait une faille et que c'était ça que j'avais pas fait. Bon, et puis, qu'est-ce que m'a dit la banque ? Tu restes à la maison. Donc, vous étiez payé normalement, tant Voilà. que l'affaire n'était pas élucidée. Ça a duré combien de temps ? Pendant 4 bons mois à la maison. 4 mois à à la être payé maison. et à devoir rester à la maison. Qu'est-ce que j'ai fait sur ce moment-là ? On a commencé à étudier. Voilà. Matin, Par collège, Internet. après-midi. Non, là, au début, c'était Au pas début, Internet. c'était... Ah, Au ok. début, c'était vraiment d'aller dans des cours, tout ça. Et puis, à cette époque-là, c'est créé un site qui s'appelle Adaf Yomi. Ce site-là permettait d'étudier la Gemara. Vous savez qu'il y a 2712 pages dans la Gemara. Et de dire que le cycle de la Daf Yomi, que normalement tout le monde fait avec un rabbin, si on le fait chaque jour, ça prend à peu près 7 ans et demi, un petit peu moins. Et la Daf Yomi, qui a été fait par de très grands rabbins d'Israël, notamment le Rav Beressi, que je félicite parce qu'il est très très clair, et il y a plusieurs langues, permettait d'étudier cette feuille de Gemara tous les jours, mais sans être astreint à être à un endroit précis tous les jours, matin, midi et soir, toutes les fêtes, toute l'année. Exact. Donc, ce site est en 6 langues. On peut se connecter à travers, grâce à un ordinateur, tout simplement. Voilà, tout simplement. Un téléphone portable, ça marche aussi. Et ça permet d'étudier. Alors, pourquoi vous êtes là, évidemment, aussi aujourd'hui, c'est que vous avez fini, grâce à ce site, en tout cas, vous allez très bientôt le terminer, le chasse. Voilà. Voilà. On a la joie pour fêter nos 26 ans, ma femme et moi, en Israël. Ça fait 26 ans, là, depuis une semaine ou 2. Ah bah c'est bien, vous êtes en même temps que la semaine, enfin en tout cas La semaine de presque, l'Aliyah, oui, c'est ça. presque en même temps que Voilà, et puis, le jour de l'Aliyah. on va fêter ça en grand. En tout cas, pour moi et pour ma femme, c'est une fierté. C'est qu'on fait un Siyum Shas Gemara, qui est quand même une performance. C'est-à-dire que pouvoir étudier pendant... Moi, ça m'a pris un peu plus de 7 ans et demi. Ça vous a pris 9 ans, je crois. Ça m'a pris 9 ans, parce qu'il y a eu parce que c'est un peu de compliqué. temps, et puis parce que j'ai beaucoup écrit aussi. Avoir un ordinateur avec le Rav Beressi, le voir, poser des questions, revenir en arrière. Il y a énormément d'avantages à étudier sur la Daf Yomi. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que quand on parle comme ça de Daf Yomi, de chasse, etc., ça doit faire peur à plein de gens, des gens qui ne connaissent pas, qui ne sont pas trop du sérail, qui ne sont pas forcément pratiquants. Et pourtant, il ne faut pas avoir des connaissances particulières pour commencer à se connecter sur ce site, à étudier la Daf Yomi. Moi, j'avais quand même un niveau d'hébreu parce que, sauf ces dernières années où je suis dans une société où je parle que français maintenant, j'ai acquis, Dieu merci, un niveau d'hébreu respectable. Mais quand on arrive en Israël et qu'on n'a pas la langue, on a une difficulté d'étude. Étudier la Daf Yomi, ça semble improbable. Même si il y a des choses que je ne comprends pas encore en hébreu, il y a des choses que je ne maîtrise pas, surtout que la langue de la Gemara, c'est pas toujours de l'hébreu, c'est des fois de l'araméen. Et quand on peut dire, tu peux étudier en français, en anglais, en yiddish, même si tu veux, sur ce site-là, avec un rabbin qui est extraordinairement clair, tout d'un coup, cet horizon de pouvoir se dire, je vais pouvoir étudier la Gemara à mon rythme, comme je le veux, revenir, écrire, c'est extraordinaire. Et ça a été une révolution depuis maintenant 10 ans, 15 ans,
au niveau de l'étude dans le monde. Il y a de nombreux sites internet d'études. C'est vrai que ça a complètement révolutionné le monde de la Torah. Voilà. Et donc, on voulait bien fêter avec vous votre Siyum Shas, vous dire bravo pour vos 26 ans d'Alia. Juste pour terminer, vous m'avez dit une jolie phrase en préparant l'émission, une phrase qui vous vient du Rav Ben Ishai. Vous pouvez la répéter, ce serait sympa de terminer comme ça. Oui, j'ai vu le Rav Ben Ishai qui est toujours très proche de nous et qui nous a beaucoup aidé pour notre Alia. Et c'est eux qui nous ont accueillis quand on est venu il y a 26 ans. Ils nous ont pris dans leur famille, sa femme, ma cousine. Et on a vécu 1 an, 2 ans pratiquement collés à eux. Et ça a été des parrains extraordinaires. Et quand il a appris, bien sûr, qu'on finissait le chasse, il était très heureux. Et il m'a dit en hébreu, il y a 2 choses. Il y a la halot laaretz, ve la halot baaretz. C'est-à-dire qu'il y a 2 processus qui sont très importants. Il faut monter en terre d'Israël. Mais une fois que tu es en terre d'Israël, il faut aussi te monter toi. Et ça, c'est quelque part comme ça qu'on voudrait aussi fêter ce beau Siyum Shas qu'on fêtera le 26 On est tous novembre. Invités. Toute personne qui veut venir. Alors, ça se passe où ? Alors, normalement, ça se passe à Pisgatzev, dans une grande synagogue. On va essayer de faire quelques petites publicités dans les journaux francophones. Okay. Parce que c'est vraiment un événement. Et mes rabbins m'ont dit, il faut absolument que tu en parles parce qu'il faut rendre à tout le monde la capacité de pouvoir le faire, de vouloir le faire. Si toi, tu l'as fait, tu peux servir d'exemple et montrer que n'importe qui peut le faire. Vous écoutent et ça, c'est extraordinaire. Peut-être avoir envie de faire comme vous. En tout cas, c'était une très belle phrase du Rav Ben Ishai. Voilà, il faut aussi se grandir. Arriver en Israël, c'est pas une fin en soi. Il y a plein de façons de se grandir, en Israël. Vous avez trouvé la vôtre, mais il y en a d'autres, évidemment. En tout cas, bravo et merci d'avoir témoigné. Merci. Et on vous souhaite encore de nombreuses années en Israël. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.